Je vous demande d'accueillir très fort notre quatrième candidat de ce soir. Casser les codes. S. Rompre. Ouais, attends. Pause. Candidat de ce soir. Casser. Ce moment-là. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bonjour! Cette vidéo clôture la série de discours que je vous ai présentés ces dernières semaines et qui constitue mon aventure au concours d'éloquence Eloquentia, des premiers discours jusqu'à la grande finale. Elle fait particulièrement suite à cette vidéo. On va aller un peu plus en détail sur l'évolution de mes discours et mon expérience, et comme d'hab, le but c'est pas de dire « Regardez ce que j'ai fait, c'est bien, hein !» Aimez-moi s'il vous plaît. Mais de partager mon expérience et potentiellement aider quelqu'un dans ses prises de parole en public, et en particulier les futurs candidats et candidates. Qu'ils se disent « Ah c'est bon, je suis pas tout seul à ressentir ça », et même si c'est pas parfait, c'est possible. Mon idée c'est vraiment de montrer l'évolution. Et si ça peut aider, peu importe le contexte, eh ben je serai content. Dans un premier temps, on va retracer les points d'attention d'un discours à l'autre, puis on passera un peu plus de temps sur la demi-finale et la finale. On terminera par quelques conseils qu'avec mon humble expérience, il me semble important de transmettre. S'il y a des points que je n'aborde pas et qu'il vous intéresserait de développer, vous pouvez le notifier en commentaire. On commence! Le premier discours, ce fut à mon sens le plus libre. J'étais vraiment venu la fleur au fusil, sans contrainte, si ce n'est la contrainte de temps. Je savais de par mes différents visionnages que c'était en général mieux de commencer dans l'action, in situ, pour capter l'attention du public. Vous savez, comme le début d'un livre qui commence par 23 mai 1785. Il reposa bruyamment le livre sur la table et s'écria « Non, vous ne m'aurez pas, monsieur !» Le problème, c'est que, dans ma perception, c'est devenu tellement courant de faire ça, de commencer par une phrase choc, ou alors une histoire liée à une cause qui met tout le monde d'accord, ou une actualité, que je trouvais plus du tout ça original en fait. Et même essayer de sortir de ce cadre en disant alors j'avais prévu de vous faire un discours, mais finalement je sais pas par quoi commencer. C'est du déjà vu. Du coup j'ai essayé de trouver une entrée en matière qui soit pas juste là pour la forme, qui intéresse vraiment les gens. Et en même temps quand même de raconter une histoire. Et comme disait une amie à moi, on n'écrit jamais mieux que sur soi. Comme à cette période je cherchais du travail, j'ai décidé tout simplement de le dire. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut servir. Je cherche du travail. En fait, je cherche à travailler en Allemagne. C'est une langue que j'aime particulièrement. Je me suis aussi dit que ça pouvait créer un décalage intéressant de faire comme si c'était un entretien d'embauche au début. Pour ceux qui se posent la question, l'anecdote dans laquelle je raconte que j'ai abordé une Allemande dans le train pour qu'elle m'aide à traduire un script pour une RH en Allemagne est vraie. Pour ce premier discours, je tenais à faire quelques références à mes grandes sources d'inspiration, comme par exemple Cyrano de Bergerac. La jurée qui était présente à ce discours m'a d'ailleurs dit qu'on sentait cette inspiration dans mes textes. J'y fais un clin d'œil aussi dans mon premier slam Frisson, au moment où je reviens sur scène, déterminé. Comme à mon habitude, je me suis amusé à insérer des tournures de phrases travaillées, des jeux de mots dans mes discours. Par exemple, c'est parce que les audacieux sourient à la chance que la chance sourit aux audacieux. C'est quand le chant se hisse en audacieux que la chance sourit aux audacieux. J'ai d'ailleurs appris lors de ce tour que ce type de jeu de mots s'appelait des paronomases. Une paronomase est une figure de style qui consiste à employer des mots de sens différents mais de sonorités proches. En revanche, dans ce discours, on sent que j'ai encore pas mal de travail sur la voix et sur le rythme. Dans le couloir, l'incertitude. Tout est encore possible. Rien n'existe encore. Deuxième discours. J'ai eu l'idée d'un dialogue entre la partie la plus noble de soi avec les grands idéaux et la partie qui doit gérer son quotidien, pour montrer que ce sont deux facettes d'une même personne qui doivent apprendre à cohabiter. L'idée de la muse vient de loin, mais a su rester proche. J'avais eu la chance, à la fin de mes années lycée, de faire partie d'un chœur d'opéra amateur d'une association qui s'appelle la Fabrique Opéra, et dont le but est de démocratiser l'art de l'opéra au plus grand nombre, en cassant toutes les barrières à l'entrée. J'avais participé au Conte d'Hoffmann, de Offenbach, oui, le même qui a composé le French Cancan. L'histoire, ou l'argument de cet opéra, nous transporte dans les mésaventures d'un poète nommé Hoffmann. Un des personnages principaux de l'histoire est la muse du poète, qui est une personnification de son inspiration créatrice. Lorsqu'Hoffmann est à terre, totalement perdu, la muse revient le consoler et le relever. Il y a un air que j'aime beaucoup à ce moment-là, qui s'appelle « Des cendres de ton cœur » et que je vous invite à écouter. Je vous mettrai le lien en description. Je me souviens que c'est une des premières choses que j'avais chantées en chœur, en répétition, au moment où j'y connaissais encore rien, et cet ensemble de voix à chanter ça, ça m'avait bouleversé. On trouve un exemple plus récent et moderne dans le film La vie rêvée de Walter Mitty, lorsque la femme que le personnage principal aime secrètement
apparaît pour jouer un morceau de guitare au moment où il est sur le point de renoncer. Cette apparition permet de sortir de la réalité, sortir de sa cage et utiliser l'imaginaire pour surmonter sa crainte. Elle lui fait comprendre qu'il est soutenu sur son chemin, le guide, le motive, jusqu'à ce que l'urgence lui donne l'énergie de courir et de sauter dans l'hélicoptère juste à temps pour pouvoir continuer sa quête. Vous pouvez dire que je pars un peu loin, mais le fait d'utiliser l'imaginaire pour résoudre des problèmes réels, on le retrouve aussi en maths par exemple, avec justement les nombres imaginaires. Il y avait des équations qui étaient impossibles à résoudre parce qu'il y avait des racines carrées négatives, et puis on a décidé de se dire, tiens, qu'est-ce que ça fait si on acceptait l'idée que quelque chose au carré donnait un nombre négatif ? Sans entrer dans les détails, ce raisonnement a permis de développer pas mal de possibilités, notamment dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. Bref, cette image d'inspiration m'est restée, et j'ai décidé de lui donner une image un peu plus enfantine, donc plus reliée à l'essentiel, comme un rappel. Alors évidemment, quand j'ai fait mon discours, il n'y avait pas toute la mise en scène. J'étais face à 2 jurés sans que je puisse déceler la moindre réaction. Mais j'ai été agréablement surpris quand à la fin, une des 2 jurés est venue me voir et m'a dit qu'elle avait été touchée par mon histoire, que ça lui avait fait un petit quelque chose, surtout à la fin. Chaque inspiration de votre muse est comme une jolie fleur. Elle s'éveille, embellit, puis meurt. Et parce que vous avez compris que c'était éphémère, vous avez pris l'impulsion qu'elle vous a donnée et l'avez inscrit dans la matière. Vous avez rendu le monde un peu meilleur avant de repartir, comme elle, ailleurs. Dans vos derniers instants, elle sera là à côté de vous, en amie fidèle malgré tout. Vous comprendrez que si elle était si volatile et éloignée parfois, c'était pour s'élever et vous ramener la dose de subtil que vous n'auriez jamais trouvée ici-bas. Elle s'est fait mère, aimante, et vous demandera si vous avez trouvé votre vie suffisamment inspirante. Et quand vos poumons expireront dans un dernier souffle, éteignant l'étincelle, la muse repensera à toutes ces fois où vous lui avez ouvert, et vous dira, comme toujours dans un murmure de voix, « Merci d'avoir inspiré, lorsque j'étais dans l'air. » L'inspiration est une relation d'une importance rare. Veillez à ne pas tout le temps lui répondre, plus tard. Je crois que c'est à ce moment-là que je me suis dit « Ah ouais, on peut impacter. Avec le bon ton, le bon rythme, la bonne voix et la bonne structure de phrase, on peut transmettre plus que des mots. » Demi-finale de Grenoble. Pour cette problématique, j'ai l'impression que je me suis plus concentré sur la partie raison, en essayant de trouver des exemples intemporels. On ne mesure pas l'impact de notre vie. En revanche, on peut orienter consciemment la trace qu'on laisse. Mon point faible sur ce thème, doit-on laisser une trace de son existence, c'était bien sûr la pollution. Je savais que je pouvais très facilement me faire attaquer sur ce thème. C'est là que j'ai décidé de définir les notions que j'utilise de manière claire et précise. Et quand on définit ces termes, qu'on leur donne un cadre, ça montre qu'on a pensé à ce qui en sort. Et au final, de dire que ce qui en sort, ce n'est pas le sujet. Petite précision sur un point que je n'ai pas encore abordé. Est-ce que je vous vois venir? La trace de notre existence. C'est pas le mégot que tu jettes par terre parce que la poubelle était trop loin. C'est pas la quantité monstrueuse de déchets qui témoigne de notre société, non. Ça pour moi, c'est moins la trace d'une existence que le signe criant d'un manque de conscience. Ensuite, quand on a créé son cocon et qu'on a une définition qui nous convient pour répondre au sujet, on est beaucoup plus assuré. Parce que c'est ça le but. Élaguer et tasser son chemin pour pouvoir avancer droit sans trébucher. Une fois de plus, j'ai remis la notion de mort pour pouvoir toucher en profondeur. Parce que quand viendra l'heure de partir, quand on te reprendra la possibilité de tracer, quand ne te restera auprès de toi que tes souvenirs, tu verras que rien ne te freinait. Tu repenseras à toutes ces fois où tu n'as pas osé, où tu justifiais ton impuissance par ta timidité, où la crainte d'un pas en avant te faisait faire un pas en arrière, de peur de laisser une trace qu'un autre mieux que toi aurait pu faire. Tous ces sourires que tu aurais pu donner, ces envies que ta petite voix te soufflait. Parce que tu n'as pas vu le potentiel, tu ne l'as pas fait. Tu n'as vu que des points, là où il y avait un dessin à tracer. Tu pars, sans laisser de traces. Tu fus une comète qui n'était pas allumée. Parce que si aujourd'hui était votre dernier jour, il n'y aurait plus rien qui tiendrait. Plus d'excuses, plus de « oui, tu sais, mais… » Non, plus de problèmes du quotidien. Il ne reste que la question « qu'est-ce que je fais du reste de ma vie ?» Et à cette question, je livre une réponse clé en main. Laissez une trace sur quelque chose qui vous plaît. Alors comme je me sentais pas à l'aise non plus de rester juste sur cette idée et débrouillez-vous avec ça, j'ai fait ce que j'aime bien faire, c'est-à-dire ouvrir le cadre et aller un pas plus loin. Poser une fois de plus la question
Pourquoi? Et c'est une trace comme une simple trace de pâte. C'est une invitation à mettre la main à la pâte. C'est ajouter sa pierre à l'édifice qui nous parle. Soyez donc cet homme ou cette femme qui construit sa cathédrale. Et quand tu l'auras construite, et que tu prendras du recul, tu te rendras compte qu'au final, ce n'est même pas elle qui te stimule, mais toutes tes découvertes, tes rencontres, ces rires, ces angoisses, ces réflexions en pagaille, les concepts que tu débroussailles, c'est tout ça. La trace est un prétexte utile. Elle fait que tu n'es plus qui tu étais. Tu es devenu tellement plus que tu n'étais. Sur la forme, je trouve que je souris un peu trop à la fin de mes phrases. Alors c'est bien de sourire, mais là je trouve que ça faisait sortir un peu du personnage, ça enlevait de l'interprétation. Là c'était un peu Guillaume qui était content de sortir ses belles phrases. D'un autre côté, ça fait le gars détendu qui parle de ça comme s'il parlait qu'il avait acheté du pain ce matin. Et c'est ça le but, et c'est ça que je dis à la fin avec cette citation « Nul n'est besoin d'élever la voix quand on a raison ». Je pourrais défendre ma cause avec plus d'agressivité ou d'émotion, mais bon, j'en ai besoin d'élever la voix quand on a raison. Cette phrase, qui fait partie des citations que j'ai en tête, je trouve qu'elle a un effet calmant. Pour l'anecdote, je me souviens d'une fois au lycée où un gars s'embrouillait avec une pote à moi. Elle commençait à s'énerver, puis je lui ai dit discrètement « Nul n'est besoin d'élever la voix quand on a raison ». Alors elle a fermé les yeux, elle a respiré et elle s'est mise à parler plus lentement et calmement. Et le ton de la discussion est redescendu. Je crois que cette expérience a contribué à mon intérêt pour la CNV, communication non violente, et donc communication tout court, qui est un domaine encore fascinant et quelque part très relié à la prise de parole. Finale 2. Grenoble. Lors des premiers tours, il fut compliqué de jauger ce qui fonctionnait et ne fonctionnait pas dans ces discours. Il n'y avait pas vraiment de public, et on ne savait pas si ces blagues marchaient ou pas. On peut toujours aller voir un ami ou quelqu'un pour tester, mais la synergie de groupe crée une ambiance qui n'est pas la même que quand tu vas voir une ou deux personnes. Un jury reste souvent neutre. Et à la finale, il y a eu un petit pas en plus parce qu'il y avait un petit comité d'environ 15-20 personnes. Pour cette finale, il y avait deux grands thèmes. Un qui était mon sujet et qui était « Est-ce que le meilleur est à venir ?» en gros, et un autre qui portait sur l'espoir. Et vers la fin de mon discours, je parle de l'espoir. Mais pour montrer que j'ai bien compris que c'était pas mon sujet, je me suis amusé à faire un pont avec les autres candidats, leur tendre la perche, en leur disant « J'en parle, mais je sais que c'est pour vous ». Donc quelque part, je ne pouvais pas être attaqué là-dessus. Pourquoi on se pose la question d'ailleurs de savoir si de belles années sont encore à venir, sinon qu'on ait le profond désir que ce sera le cas, bien que la raison ait du mal à le voir. On parle ici d'une notion vitale, l'espoir. Baptiste, Charlotte, je compte sur vous. L'espoir, c'est l'expression d'un potentiel que tu peux concevoir. Et à partir du moment où tu le conçois, c'est qu'il existe quelque part. À la fin de l'événement, les axes d'amélioration que j'ai eus de la part du jury sont les suivants. Il y a trop de mouvements à gauche à droite qui ne servent pas le discours, et ça déconcentre. Il s'agit d'apprendre à être là, et c'est ok de ne pas bouger. Quand j'ai testé le silence, sans rien faire. J'aimerais savoir. Ça avait tout autant sa place qu'un mouvement, sinon plus. À ce moment, je me suis autorisé à être juste là. Parce que le sujet était suffisamment important pour moi. Il avait suffisamment de contenance pour que je ne ressente pas le besoin d'en faire plus. Cette cause me dépassait et j'étais à son service. Par le passé, j'ai souvent été décrédibilisé parce que je suis très bouge-bouge, parce que j'ai les yeux toujours partout, parce que j'ai des grands idéaux. J'ai mis du temps avant de comprendre et d'accepter que tout le monde ne pouvait pas comprendre ça, mais je n'ai jamais voulu arrêter d'être comme ça parce que c'est grâce à cette énergie que je me sens avancer. Le fait de continuer de s'émerveiller, de rêver, alors qu'on sait tout ce qui se passe autour de nous. Il faut une sacrée détermination pour garder les yeux levés. Et c'est ce que j'avais besoin de faire sortir. Je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais quelque part, j'ai voulu utiliser cette occasion que j'avais d'en parler pour pouvoir exprimer cette injustice, d'autant plus que je suis sûr que je ne suis pas le seul. C'est ce qui m'a amené à faire ce tout premier blanc. Et on voit que ça m'amuse d'ailleurs, et que je sors un peu du personnage. Dans ma tête, c'est « Oh là là, j'ai laissé un blanc, c'est marrant ». Pour revenir sur les mouvements, une deuxième remarque que j'ai eue, c'est que quand je fais les mouvements, il faut que je les fasse complètement, et pas à moitié. Au moment du passage de Matrix, ça aurait apparemment eu plus d'allure si j'avais plus tendu les bras, plus montré. Si on fait un geste, et qu'il a du sens, il faut se donner complètement, assumer. Un peu comme quand tu t'engages sur un rond-point. J'ai retenu la leçon pour la suite. Je n'ai pas non plus osé courir et crier « Je sais pas !» à fond. Là, je m'attendais à une réaction et rien. Donc bon, c'était un raté.
Enfin, la voix. Moi, je sais que je veux parler et en même temps je bloque pour laisser la place à l'autre. C'est je veux te dire quelque chose et en même temps tu prends pas, c'est pas grave, hein, me tape pas. Mais quand tu parles sur scène, t'es là pour donner et les gens sont là pour prendre. Ils sont là pour ça. C'est pas comme si t'étais dans un immeuble avec ça d'épaisseur de mur. Tu es là pour donner, tu es là pour avoir de la voix. Bon là j'avoue je suis dans un appart et le micro je sais pas à quel niveau il sature. Donc j'évite de donner trop de voix. Donc ne te retiens pas. Pour l'anecdote, je prenais des cours de chant aussi à ce moment-là. Et pareil, j'osais pas chanter en fait. Et à force de faire des exercices, un jour ma prof m'a dit « Ça donnerait quoi si tu avais envie de chanter? Si tu acceptais de laisser sortir ta voix ?» J'ai imaginé que j'ouvrais un canal entre mes poumons et mes lèvres et la voix est beaucoup mieux sortie. J'ai arrêté de vouloir la retenir ici. Et même moi, ça me faisait moins mal en fait. Ça rejoint l'idée d'être là, d'oser assumer. C'est même pas l'idée d'assumer en fait, c'est au contraire s'oublier. Oublier qu'on est là, oublier qu'on peut perturber des gens, oublier qu'on est attaquable. Tu es inattaquable. Tu as des choses à donner, t'as quelque chose à dire, dis-le. C'est vraiment un gros sujet du moment, c'est arriver à sortir de son mental pour entrer dans son corps. Être là dans son corps, dans ses mouvements, dans sa statique, dans sa posture, dans son regard. Dans ses lèvres, la prise de parole est un repas dont chaque saveur est à déguster. Du coup, c'est mon gros point d'attention à ce moment-là. Ce qui a été bien apprécié en revanche, ça a été mon authenticité. Je n'ai pas cherché à jouer un rôle que je n'étais pas, en voulant cacher peut-être une certaine sensibilité. Et ça a permis de créer un lien peut-être plus intime avec le public. Donc, encouragement et encore un joli chemin de progression. Quart de finale. Quart de finale. Le son est bon. Maintenant, nous sommes 15 venant de toute la France, d'Algérie et de Belgique. Nous savions qu'on allait avoir un public, des gens plutôt de nos âges et qui allaient réagir. C'est le moment d'intégrer des éléments à son discours en conséquence et apprendre à captiver son public, à avoir du rythme, des ruptures de rythme. Des yeux magnifiques, intelligente, cultivée, bonne danseuse. Au-delà de ces qualités que nous partagions tous les deux, cette vanne, elle écrit, elle a l'air de rien. Moi, je l'avais écrit parce que ça me faisait sourire de le dire comme ça, mais la première personne à qui je l'ai montré sur le texte, elle a pas compris, et j'ai failli l'enlever. En même temps, je pense que si j'avais pas fait les bons gestes, si ne serait-ce j'avais pas mis ma main dans les cheveux pour accentuer ce côté, voilà, je me prends pas au sérieux, bah ça aurait peut-être pas marché. Si je l'avais dit comme ça, au-delà de ces qualités que nous partagions tous les deux, ça aurait peut-être moins marché. Donc là, je trouve que c'était un bel exemple de rupture à la fois dans la voix, dans le rythme. Qu'est-ce qui se passe ? Tu me fais peur. À la fois dans la voix, dans le rythme, et aussi dans l'histoire que je raconte, mais bon, ça fait une belle mise en abîme. On m'avait donné un conseil, il faut que le public se dise « Ah le bâtard !» C'est-à-dire devancer ce que le public peut se dire pour avoir toujours un temps d'avance et le prendre et l'emmener où tu veux. Typiquement au quart de finale, au moment de la réfutation, quand j'ai dit les contre-arguments que la personne en face de moi aurait pu se poser... Ah, certains sentent mieux déjà. Je les vois tous ceux qui se disent depuis le début « Non, moi je pense pas comme lui. Si... à viser la lune, on finit dans les étoiles. » J'arrive. Un jeune du public est venu me voir après pour me dire que je l'avais bien eu, qu'au moment où il avait commencé à se poser des questions sur mon sujet, bah à ce moment-là, j'avais sorti le contre-argument qu'il fallait. Enfin, l'argument dans mon sens qu'il fallait, en opposition à son contre-argument. À la toute fin de mon passage, j'ai appris une leçon. Tant que tu n'as pas fini, tu n'as pas fini. Si tu te relâches avant la fin, tu peux te déconcentrer tout seul, et alors t'emmêler dans tes mots. C'est ce qui m'est arrivé. Le fléau, c'est enfin le nom qu'on donne à la pièce oblongue sur une balance qui fait le poids, qui fait la liaison, entre le poids, entre les deux poids. C'est d'autant plus frustrant que je n'avais jamais accroché sur cette partie-là. J'ai essayé de prendre mon temps, de rester calme, et de bien reformuler ma phrase. Je soupçonne que le pardon que j'ai dit ait fait sortir un peu de l'histoire, mais d'un autre côté, ça permettait de pas paraître trop bizarre de répéter sa phrase et d'assumer quelque part cette erreur. Et quand c'est assumé, ça donne une forme d'assurance. Dans les retours qu'on m'a fait, bon, déjà, j'ai été annoncé en premier, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas trop de doute sur le fait que je passe aux demi-finales. Mais autrement, j'aurais pu prendre encore plus mon temps. Quand je me suis entraîné, j'étais toujours dans la partie haute, c'est-à-dire, par exemple, on avait 7 minutes à faire, plus ou moins 30 secondes. Et j'étais toujours autour de 7 minutes 40, 7 minutes 30. Donc, inconsciemment, j'ai parlé plus vite et j'étais plus dans la limite basse, cette fois-ci. Donc vraiment, j'aurais pu encore prendre plus mon temps. Mes gestes, cette fois-ci, étaient beaucoup plus précis et stables qu'à la finale de Grenoble. Je me suis moins déplacé sans raison, et les gestes avaient un sens, et étaient plus percutants. Au niveau de la posture, j'étais un peu courbé. Ça donnait un côté nonchalant. Ça pouvait paraître, je sais pas, moins assuré ou quelque chose comme ça. Et donc,
comme partout, comme ce qu'on peut te dire au yoga, comme ce qu'on peut te dire au chant, comme ce qu'on peut te dire, je sais pas, comme ce que le kiné peut te dire, faut se redresser. Et ça aussi, c'est un travail de tous les jours. Parce que c'est pas naturel. On n'a pas appris à se tenir droit, en fait, pour la majorité. Pour la voix, il y a encore du travail sur l'impact, sur la rondeur, sur le fait qu'elle soit entière, et le fait qu'elle soit claire, qu'elle soit posée. Alors attention, ce conseil, il est aussi à nuancer. Le but, c'est pas de transformer sa voix pour devenir quelqu'un qu'on n'est pas, c'est pas de perdre son authenticité. Mais au contraire, de découvrir un peu plus son instrument pour avoir un peu plus d'impact et faire en sorte que le message qu'on veut transmettre passe encore mieux. C'est pas se changer, c'est s'enrichir. Et en plus, ça te permet d'avoir plus de confort. La voix, c'est comme ce que certains disent par rapport au cerveau, hein. C'est comme si on était né avec une Ferrari ou une Lamborghini, et faut apprendre à l'utiliser. Et la majorité du temps, on n'a pas appris à l'utiliser, donc y a souvent des dérapages, souvent on rentre dans des murs. Voilà. J'ai fait par la suite quelques exercices avec un metteur en scène, et il m'a dit quelque chose que je savais déjà, c'est que quand je suis sur scène, du coup, c'est vraiment... Là, j'ai le droit de parler fort, j'ai le droit de dire ce que je veux. Oh, j'ai le droit vraiment d'avoir de la voix. Donc avec ce metteur en scène, on a fait un travail d'ouverture, d'ancrage sur ses jambes et son ventre, et oser faire du bruit, quoi. Pas du bruit pour faire du bruit pour de la colère, mais juste laisser sortir l'air. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, là, je sens que des fois, j'ai encore des blocages. Un truc marrant, c'est qu'on s'est rendu compte, avec un exercice de lecture à voix haute, que j'avais des fuites d'air au niveau de certaines voyelles, comme le U. Par exemple, je disais perdu, foutu, début, avec le à la fin. Alors que ça a beaucoup plus d'impact si on dit perdu. Et encore, là, je l'ai mal fait. Perdu, foutu. Putain, perdu, foutu, début. Et je m'en étais jamais rendu compte, en fait. Il y a aussi le fait de commencer et terminer sa voix avec une voix assurée, plutôt que de la commencer doucement et ensuite de redescendre petit à petit. Déjà, si tu commences doucement, il y a peu de chances que tu arrives à capter l'attention. Et ensuite, si tu termines doucement, ça donne l'impression que le plus important est passé, et c'est le meilleur moyen de se faire couper. Là. Par contre, assurance ne veut pas dire fort, hein. Tu peux très bien parler calmement, mais avec clarté. L'idée, c'est que ça vienne de là, et que ça remonte. Il y avait une prof d'un stage de théâtre que j'avais fait qui avait dit qu'il faut que ce soit presque épidermique, en fait. Faut que tu le sentes dans ta peau, dans ton corps. C'est pas de l'énergie qui va de la tête à la voix, c'est vraiment de l'énergie où tout le corps s'investit. Et ça se voit. C'est quelque chose que j'ai plutôt bien réussi à la demi-finale. C'était pour moi le pire sujet sur lequel je pouvais tomber. Toute question mérite-t-elle une réponse? On s'en fiche. Quand j'ai reçu mon sujet, mais j'avais l'impression que j'avais rien à dire. Dans ma conception, il y a des sujets beaucoup plus galvanisants, comme l'instinct, le courage. Mais toute question mérite réponse. En plus, pour moi, c'était logique que oui. Enfin, tu me poses une question, je te réponds, ça s'appelle le respect. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai montré mon sujet à des amis, en espérant pouvoir leur jouer mon drama en mode « Oh, la vie est dure, mon sujet est vraiment nul ». Ils m'ont presque tous dit « Ah, mais il est trop bien ton sujet ». Par contre, la logique va plutôt vers le non. Mais franchement, t'es bien tombé. Donc là, c'est double peine, parce que à la fois, le sujet plaît aux gens, donc ils ont des attentes, alors que toi, ça te parle pas du tout. Et en plus, comme pour tout le monde, c'est logique que non, tu te demandes à côté de quoi t'es en train de passer, en fait. Je n'ai jamais autant travaillé un discours que celui-là. C'était vraiment, je rentrais chez moi le soir, et je passais ma soirée sur l'ordinateur devant un Word. Alors que je venais de me taper déjà 8 heures de boulot devant un écran. Je me suis inspiré de ce lien avec le travail et de cette fatigue dans mon discours lui-même. On va y venir. Jour J, arrivé sur les lieux, 11h. Répétition du discours à 15h. Passage en public à 20h. Cette répétition sur scène à 15h fut utile pour prendre position de la scène et se calibrer. La personne qui me coachait m'a dit que je pouvais clairement plus prendre mon temps, que j'étais large au niveau du timing. Elle m'a aussi fortement recommandé d'enlever un geste que je voulais faire à un moment fort du discours. Ce geste, je voulais le faire juste après cette phrase. Et que ce soit bien clair. Je préfère rester sensible que de me retrouver sensible. La première fois que je l'ai fait devant elle, elle m'a clairement dit que ça faisait trop. Ça faisait bizarre. Et même ça faisait répétition dans le mouvement avec ce que je disais. Donc ça prenait un peu le public pour un imbécile. J'ai essayé d'atténuer un peu le mouvement, le faire moins fort peut-être. Et la deuxième fois où je l'ai fait devant elle, elle m'a dit « Non, toujours pas ». Je l'ai donc enlevé complètement et ça a très bien marché sans. L'impact fut plus puissant uniquement avec la voix et la présence. Et c'est ça que j'ai retenu. Il n'est pas besoin d'imager ce qu'on dit outre mesure, car le risque est de casser la fluidité de la tirade, de détourner le spectateur et d'atténuer la portée de tes mots. Un peu comme quand tu te justifies trop.
Trop se justifier, c'est donner l'image qu'on en a besoin, et c'est donc un peu se condamner. Aussi, comme je vous l'ai montré, en plus de l'image du tir à l'arc, j'avais mixé ça avec un dab à la fin. Et quand j'ai répété ça devant la salle vide, il y avait un technicien qui était là et ça l'avait fait réagir. Il avait lâché un bra, mais avec le recul, je suis content de l'avoir enlevé. Parce que même si ça avait déclenché des réactions dans le public, ça aurait détourné du message de fond en remettant de la légèreté là où il fallait conserver la gravité. Sûrement que je voulais inconsciemment, du moins en partie, mettre cette légèreté parce que je n'assumais pas de donner cette gravité. Je n'assumais pas cette partie de moi grave et énervée, parce que ce n'est tout simplement pas l'image que j'ai l'habitude de donner. Et quand on accepte cette partie de nous, qui de toute façon est en nous, et ben ça libère en fait. Je pense que jouer le rôle du mec en demi-finale internationale d'Eloquentia, et pas juste Guillaume, ça m'a aidé. Entre la répétition sur scène et le passage devant le public, il y a eu 5 heures. 5 heures. En 5 heures, la fatigue a gentiment le temps de s'installer. Surtout que la journée avant de passer, j'évite de trop manger. Je préfère que mon énergie se concentre sur ce que je vais dire plutôt que sur la digestion. Je n'arrivais pas vraiment à faire de sieste parce que j'étais toujours à moitié alerte et à moitié en train de répéter mon texte, comme si j'avais peur qu'il s'envole. Et le truc, c'est qu'à force de répéter à la suite comme ça, tu finis par plus savoir ce que t'as dit et ce que t'as pas dit. Du coup, tu veux le répéter une fois de plus pour être sûr, et c'est comme ça que s'entretient la fatigue nerveuse. Du coup, à des moments, je décidais de faire des pauses, 1 demi-heure, 3/4 d'heure, où tu t'obliges à ne pas répéter ton texte. Tu sors, tu te balades dans les couloirs, dehors, tu discutes un peu avec les gens. Ça permet aussi de réaliser qu'il n'y a rien de grave, que la vie continue, tranquille. Vient l'heure du passage. La candidate devant moi vient d'entrer en scène. La salle est pleine. Je me lève discrètement de ma chaise pour aller en coulisses. Je passe le lourd rideau noir du couloir d'un pas pressé en essayant de ne pas penser. Je passe derrière la scène et arrive du côté court, c'est-à-dire dans les coulisses à droite par rapport au public. Si vous êtes dans la salle pour vous souvenir de jardin et cour, ou du coup pour vous, cour et jardin, vous pouvez penser à Jésus-Christ ou Jules César. Et si vous êtes sur scène, vous pouvez penser que côté cœur, côté cour et jardin droite. Je suis donc en coulisses, prêt à monter sur scène. Là, c'est ce moment où tout est encore possible. Si je veux décider de m'enfuir, je peux. Pas très cool, mais je peux. J'ai mon micro qui tombe un peu sur la bouche, et ça me fait un peu peur parce que je crains qu'on n'entende que ma respiration, et vous savez, les bruits de bouche sont vachement accentués aussi. Mais là, on est à un moment où j'ai vraiment plus le temps de penser à ça. Heureusement, il y a un technicien qui passe et qui me propose de réajuster mon micro. Et c'est vraiment plus agréable quand on a un micro qui est ajusté. Ça a pris 2 secondes, mais franchement, ça change tout. La candidate avant moi finit. Elle est en train de se faire applaudir. Le maître de cérémonie monte sur scène. Elle sort. Là, j'ai l'impression que le temps qu'on me présente dure une éternité. C'est assez perturbant quand on te présente pour la première fois, parce qu'on donne une image de toi plutôt bonne, alors que toi t'es en coulisses, les mains moites, et t'es juste dans une position ultra vulnérable. Et d'un autre côté, t'es tellement concentré que même si tu entends ce qu'on dit de toi, en fait t'écoutes pas. T'aurais pu me demander ce qu'on avait dit sur moi au moment où j'entrais en scène, j'aurais pas su te répondre. Alors je te rassure, c'était la première fois, mais plus ça va, plus évidemment t'arrives à prendre du recul sur la situation. Évidemment, si je te dis tout ça, c'est simplement pour que tu puisses mieux appréhender et savoir en quel terrain tu vas, et mieux pouvoir profiter de la situation. Mieux savourer ton moment. Parce que évidemment, là je te dis tous les petits trucs qui vont pas, mais en aparté, 2 secondes, c'est une très belle aventure, hein, je reviens pas là-dessus. Pour capter l'attention du public par rapport à mon sujet, je me suis longtemps creusé la tête. Et j'ai trouvé une phrase d'accroche par rapport à mon sujet, toute question mérite-t-elle une réponse, en référence à un buzz sur internet. J'avais demandé à plusieurs personnes s'ils avaient la référence quand je leur disais ça, et en très grande majorité, ils m'avaient répondu oui. Sauf que 1 ou 2 personnes avant mon passage sortent la même référence. Donc là, soit je prenais le pari de faire de l'impro, soit fallait que je la retravaille, mais tout en la gardant. Donc j'ai décidé d'en profiter pour faire un pont, justement, avec cette personne, et créer un échange. Ce qui détend toujours l'atmosphère et donne un côté un peu plus intimiste et amical. Moi, je pense aussi que la question est vite répondue. L'idée de cette intro, c'était qu'avant, pour créer à la fois de la tension et en même temps un peu faire rire, j'étais censé regarder derrière moi l'écran sur lequel la question était affichée, et faire comme si je découvrais cette question et que j'étais un peu décontenancé. Sauf que la question, elle a mis du temps avant de s'afficher. Donc j'étais là sur scène, et j'étais en train d'attendre de pouvoir commencer mon comique, alors que le silence était déjà là. Donc les premières secondes, j'étais pas serein, parce que si la question s'affichait pas dans les 5 secondes qui suivaient, j'allais pas pouvoir commencer à jouer comme je l'aurais voulu, et du coup, cette phrase aurait eu moins d'impact. Ça m'a rappelé une règle importante. Éviter au maximum de dépendre des éléments extérieurs. Écran, objet, personne. Quand tu es en train de jouer, et qu'il y a un élément qui est là,
Si t'as envie de faire de l'impro et de l'amuser, tu peux l'utiliser. Mais autrement, prévoir que quelque chose sera là, c'est risqué. Cette leçon, je l'avais eue quelques années auparavant. Je vous passe le contexte, mais en gros, je devais faire une présentation devant des personnes. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de mettre plein de petites animations automatiques les unes par rapport aux autres, comme si je n'avais pas touché mon diapo. Et dans ma tête de l'époque, ça faisait quelque chose d'un peu professionnel. Donc j'avais mis des timings pour que telle action se passe après telle action, je me suis chronométré pour que ce soit synchro. Sauf que pendant la présentation, une personne est entrée dans la salle, ou alors un téléphone a sonné, je sais plus. Et moi, fallait absolument pas que je m'arrête parce que les animations continuaient. Je crois que j'avais dû arrêter la présentation et la relancer. Et depuis ce jour-là, je me suis plus jamais amusé à mettre des animations automatiques dans mes diapos de présentation. Et même quand ça m'est arrivé d'entraîner des jeunes à la prise de parole, je m'entraînais à faire soit du bruit, soit à me lever pendant qu'ils parlaient, pour justement les entraîner à connaître bien leur texte, même s'il y a un imprévu. Même si on croit avoir tout prévu, un imprévu est toujours possible. Donc il faut éviter au maximum de dépendre des éléments extérieurs. Jusqu'à tes vêtements. Si juste avant ton passage, tu glisses par terre et tu taches ton pantalon, bah il faut faire avec. Ou tu peux aussi faire sans, mais bon après ça c'est toi qui vois. Au final, j'ai eu de très bons retours sur ce discours de demi-finale. Le message a beaucoup touché, parce qu'il était peut-être le plus touchant pour moi. Je ne sais plus d'où m'est venue l'idée dans ce discours de parler de ça, mais j'en suis venu à parler de mon expérience du travail en entreprise passée, et du nombre de fois où j'ai eu un manque de sens. Pour moi, il y avait un vrai problème. C'est pas normal de passer 8 heures par jour, 5 jours par semaine, sur un travail qui te plaît pas. C'est pas normal de se réveiller toujours à cause d'un réveil, et pas parce que t'as suffisamment dormi. C'est pas normal de parler à la cantine du changement climatique avec ses collègues, puis ensuite de retourner faire un boulot totalement déconnecté des grands enjeux de notre temps. C'est pas parce que c'est banal, ou qu'on n'a pas le choix, que ça doit être normal. C'est un sujet plutôt tabou parce que tu comprends, le travail c'est la réussite, mais quand je discute en profondeur avec des gens de mon âge ou même plus âgés, c'est fou le nombre de gens qui vont pleurer aux toilettes. J'avais un message à faire passer, et ce message c'est « On n'est pas que des presse-boutons. Vous n'êtes pas les seuls à vivre ça. Vous n'êtes pas les seuls à vous poser des questions. Non, vous n'êtes pas fous, et vous valez bien plus que ça. » Pour accentuer l'émotion, j'ai fait exprès de faire une phrase à rallonge pour en avoir presque plus de souffle à la fin et avoir la voix qui s'éteint. Et puis quoi? Le week-end est vite passé, et on recommence le premier boulot trouvé le lundi suivant, entre le tic-tac du cadran et le clac-clap des touches de clavier, à tenter de faire taire sa tempête intérieure, à se résigner, à aller pleurer en cachette aux toilettes et les yeux rouges se dire que c'est nous qui avons juste un problème quand on se demande ce qu'on fait là. J'ai vécu ça, et je sais qu'il y en a parmi vous qui vivent ça aussi. Je voulais illustrer ce sentiment à bout de souffle et le ressentir en moi, pour être plus dans le jeu, plus dans la situation, et donc être plus spontané. Le corps a toujours raison. C'est lui qui m'a donné cette voix et cette énergie à ce moment-là, pour être présent pendant ma prestation. Tout était aligné entre le corps, l'envie de faire sortir quelque chose et le sens. J'étais déterminé. Et ça, c'est vraiment un conseil que je donne. Quand tu parles, sois déterminé. Que ce soit relié d'une manière ou d'une autre à quelque chose qui te touche. Parce que c'est là où t'es authentique, c'est là où t'es vrai et c'est là où t'es entier, en fait. L'idée, c'est pas d'être énervé, c'est de pouvoir montrer cette palette, montrer que, en gros, t'es sympa parce que tu le veux, et non pas parce que tu ne sais pas faire autre chose. J'avais tellement répété mon texte, que pendant le discours, les phrases sortaient toutes seules, comme un automatisme. Et j'étais juste là, en arrière, à me voir jouer, presque en dehors, enfin voilà, je me sentais en dehors de mon corps, je me voyais jouer, et j'étais juste là pour ajuster la meilleure place, la meilleure posture, qui je regardais à quel moment. J'étais là pour me piloter. Le moment du clin d'œil, totalement imprévu, c'est quelque chose que j'ai ressenti sur le moment. Ce moment-là, ce fut le meilleur. C'est le moment où tu es encore sur scène, tu as tout dit ou presque, il y a un silence, tu sais exactement ce qu'il te reste à dire, donc t'as plus peur d'avoir un trou, et là tu profites. Tu savoures d'être là, face au public, avec le public. Même si évidemment, il faut toujours rester attentif, parce que la fin peut être traître, comme ce fut le cas pour moi pour les quarts de finale. Ce fut mon discours qui eut le plus de succès, alors que le sujet était celui qui me parlait le moins. Ça m'avait obligé à creuser et creuser encore. Et comme le sujet est au premier abord un sujet plutôt vite répondu et un sujet plutôt de raison, arriver à mettre de l'émotion et des considérations profondes, ça surprend. C'est ce qui m'a donné un bon équilibre aussi, je pense. Parce que si j'avais eu un sujet plus galvanisant comme je voulais au début, je serais sûrement plus parti dans des envolées lyriques et j'aurais sûrement perdu une partie du public qui avait un esprit pragmatique. Alors que là, justement, j'avais un bon équilibre. Grande finale. Je sais pas si vous avez remarqué, mais jusqu'à présent, j'ai défendu que des sujets à la positive. Mais à la grande finale, j'ai dû défendre la négative. En soi, ça change pas grand chose, hein. Ça veut juste dire que avant, là où c'était à toi de rendre le terrain brûlant, là, tu vas arriver en terre brûlée. This is fine.
Tu ne fais que répéter ton texte. Des fois, tu discutes avec des gens, puis tu pars dans ta tête, et ça se reconnaît tout de suite, quelqu'un qui avance comme ça. Juste avant d'être devant 1000 personnes pour faire ton texte, tu peux te retrouver à faire le même texte dans une loge, ou alors dans des toilettes. Ou alors assis par terre en boule comme ça. Mais c'est pas de la peur, c'est juste que tu veux répéter au maximum pour fluidifier autant que tu peux ton texte avant de passer. Évidemment, en cas de problème, j'ai toujours mon texte sur moi, dans une poche de pantalon, une poche de veste. En cas de vraiment problème, le texte est là. Et même, je te conseille de te préparer une petite phrase à sortir si jamais t'as vraiment oublié ton texte et ressortir ta feuille sans que ce soit bizarre. C'est-à-dire pas la ressortir pendant un blanc, mais justement en profiter pour faire une interaction avec le public. Du genre, je sais pas moi... Ah sorry, tu es jet-lagué, j'ai eu un call ce matin, faut que je me refocus à zap. Bon, c'est pas la meilleure, mais t'as compris l'idée. Et si t'as un trou de mémoire, dis-toi que le public n'est gêné que seulement si toi tu es gêné. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais de toute façon, les personnes, si jamais ils te voient sur scène en train de galérer, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire, oh là là, j'aimerais pas être à sa place. Donc au final, ils ne parlent même pas de toi, ils pensent à eux. Et ça pourrait même être l'occasion de faire une erreur et de leur montrer qu'on peut rester détendu. C'est toutes ces pensées en tête que je me lève dans les coulisses au moment où il y a ma vidéo de présentation qui passe, pour me préparer à marcher d'un pas décidé sur scène. Et nous voici revenus à ce moment précis, où j'essaie de me dynamiser après avoir été assis. C'est parti. Rompre l'équilibre à la négative, Guillaume Kremer! Quelques pas. Regard public, silence, respiration. Bilan jusqu'à la finale. Ma manière d'appréhender le discours a changé. Je suis passé du discours intimiste de l'inspiration à l'apothéose de la question. J'ai maintenant conscience que j'ai la possibilité de développer une palette qui va de la douceur à quelque chose de plus galvanisant. La meilleure courbe d'intensité que j'ai trouvée fut celle de la demi-finale, où c'est monté en exponentielle avec une petite retombée sur la fin et une remontée en apothéose. Comme une musique commerciale finalement. Couplet, couplet, ça monte, ça monte, ça monte, ça pète en drop, ça redescend, redoux, puis à la fin ça remonte, ça remonte, ça remonte. C'est donc le schéma que j'ai naturellement essayé de reproduire à la demi-finale, mais ça a moins marché. Pourquoi? Eh bien, d'après moi, la réponse est dans la question. J'ai essayé de faire comme. J'ai dit dans la vidéo d'introduction que pour moi, c'était préférable de connaître son texte par cœur pour pouvoir le dérouler par réflexe. C'est vrai. Mais c'est à double tranchant. Il y a un risque de récitation, d'être trop mécanique. En plus, moi je parle en rime, c'est un peu ma signature. L'avantage c'est que c'est plus facile de retenir son texte parce qu'une phrase entraîne l'autre et il y a du rythme. L'inconvénient c'est que ça laisse bien moins place à l'improvisation. J'avais tellement planifié par exemple les moments où le public était censé applaudir, tout était tellement bien réglé que j'avais enlevé toute spontanéité. Je pense que j'étais beaucoup dans ma tête à ce moment-là et j'ai moins savouré mon échange avec le public. Et ça s'est vu. Si on compare mon passage de la demi-finale et de la finale, on voit que je suis clairement plus souriant et prêt à donner dans un cas que dans l'autre, où je suis plus dans l'attente. C'est ce qui fait que même si, pour moi, j'avais rempli les critères d'un bon discours et que j'ai été surpris de la position que m'avait donnée le jury, je me suis rendu compte que dans les faits, j'ai peut-être manqué un peu d'intention. Ou du moins, c'est comme ça que le jury l'a ressenti. Il s'est senti moins transporté. Au début, j'ai pas compris évidemment, mais j'ai réalisé après coup, c'est-à-dire au moins une semaine après, qu'il fallait se rappeler pourquoi on était là. Qu'est-ce qu'on avait à dire et rester dans la joie de pouvoir le dire. On est là pour le public. On n'est pas là que pour nous. J'avais mis un peu trop l'accent sur mes critères, peut-être par souci d'appliquer tout ce que j'avais appris jusque-là, et j'avais peut-être un peu oublié que ça restait un concours d'éloquence, pas un concours d'écriture. Attention, je dis ça, bien sûr que je suis fier de ce que j'ai fait, je suis fier d'être arrivé jusque-là, et je suis fier de mon discours. Là, mon but, c'est simplement d'essayer d'expliquer comment améliorer et ce qui a pu ne pas marcher. Et d'ailleurs, le fait de ne pas être arrivé sur le podium, quelque part, ça m'oblige à continuer à me questionner, continuer à chercher, continuer à me dire « Ok, qu'est-ce que je peux améliorer la prochaine fois ?» Pour rester sur la finale, j'avais aussi prévu de faire une blague au début qui n'a pas marché. Donc vous l'aurez compris, je suis venu pour vous casser les codes. Évidemment, dans le feu de l'action, j'avais trop peur de dire la vraie expression, et donc je me suis bridé. Et pourtant, je m'étais entraîné à le faire de différentes manières. Donc je suis venu pour vous casser les codes. Donc je suis venu pour vous casser les codes. La manière dont je l'ai dite sur scène manquait de rupture. Et je peux vous dire que quand ce pic est censé lancer votre discours, qu'on est dans l'attente d'une réaction qui ne vient pas, on se sent très seul. Je pense aussi que ça n'a pas marché parce que je n'ai pas trouvé mon authenticité dans cette phrase. Je ne la dis pas souvent, donc c'est pas naturel chez moi. Et comme ça changeait de l'image que j'avais l'habitude de donner, vous savez, le mec gentil qui surtout n'a pas de mauvaise pensée,
Je n'ai une fois de plus pas assumé de la dire. Quelqu'un est venu me voir après l'événement de la finale pour me dire « Ah, Guillaume, j'avais adoré ton passage à la demi-finale, mais ce soir t'avais l'air un peu stressé. En même temps, la salle était grande, c'est vrai. » Alors, je n'avais pas un stress plus grand qu'à la demi-finale. Par contre, c'est vrai que je me suis moins amusé, et ça s'est ressenti. Par exemple, j'aurais pu jouer de la voix comme je l'aurais fait spontanément avec des amis à ce moment-là. Alors vous pouvez appeler ça un équilibre si vous voulez, hein. Mais vous savez comment j'appelle un équilibre qui ne tient que par des tensions opposées fortes? J'appelle ça « attention, restez pas là ». Parce qu'à la moindre perturbation, ça part. Mais j'ai préféré jouer la carte du faussement sérieux. La taille de la salle, franchement, à partir du moment où tu sais ce que t'as à dire, de toute façon, il y a un écran de fumée avec les lumières, tu vois que les premiers rangs et c'est tout. Moment intéressant concernant le texte en lui-même, donc quelques jours avant, j'avais tellement à cœur d'avoir un bon équilibre entre logos, ethos et pathos, que j'en avais oublié de mettre mon grain de sel. C'est une amie à moi à qui j'avais fait relire mon texte et qui m'avait dit « Guillaume, c'est très bien, mais je trouve que ça manque de toi. Mets-nous du tic-tac de cadran et clap-clap des touches de clavier. » Entre le tic-tac du cadran et le clap-clap des touches de clavier, à tenter de faire taire sa tempête intérieure. Le soir même, j'ai retravaillé mon texte. Et le plus fou, c'est que cette partie que j'ai ajoutée un peu au dernier moment, je l'ai écrite d'une manière extrêmement rapide et fluide, sans presque réécriture. Et encore plus fou, c'est qu'à la fin, quand je suis allé demander les retours des jurés, ils m'ont dit « Ton texte, il était très bien, mais les moments où tu faisais de la poésie, c'était dans ces moments-là que tu nous transportais vraiment. » Sans sens, tes horaires ont des airs d'errance, des airs où rien ne pousse, sinon la dissonance. Une des membres du jury m'a même dit que j'aurais dû tout faire en poème. Donc ça, je sais vraiment que c'est un de mes points forts. Mais honnêtement, pour cette expérience, j'avais envie justement de tester cet équilibre entre discours et poésie, de lier la dimension sérieuse et logique à la dimension poétique. Et personnellement, je suis fier de ce mix. Et même ça fait relativiser quand d'autres gens viennent me voir et me disent que c'est ça qui est original et c'est ça qui leur a plu. Bilan de l'expérience. Vous, ça a été lequel votre discours préféré? Moi, mon discours préféré ne fut pas celui de la finale, mais bien celui de la demi-finale. C'est le point culminant. Ce moment, ce silence, cet échange avec le public, cette spontanéité aussi. J'ai aussi adoré l'éclat de rire qui a surgi dans la salle lors des quarts de finale. C'était quelque part une petite revanche, car j'ai réussi à transformer un passage de ma vie difficile en quelque chose de positif. Après, en termes de message, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser le deuxième discours, sur l'inspiration. À tourner une vidéo qui a pris plusieurs mois, avec plusieurs personnes, dans plusieurs lieux. Il y a toute une aventure dans la construction de cette vidéo. Au final, ne pas avoir pu me filmer en direct m'a permis d'avoir une autre approche de mon discours et porter mon message hors de la scène, à la limite de la fiction, et créer un univers qui me correspondait. Maintenant, si je prends encore plus de recul sur cette expérience, je me suis rendu compte que pour moi qui flippais dans les débats, parce que c'est du tac au tac, et on regarde plutôt ta personnalité et comment tu te comportes que ce que tu as vraiment à dire, en fait, pouvoir prendre le temps de poser sa pensée, pouvoir prendre le temps de l'écrire, de la travailler, et ensuite avoir entre 8 et 10 minutes pour soi à l'oral, que tu sois grande gueule ou timide, t'as le même temps, c'est apaisant. Autour de nous, on est assaillis de mots. Partout, sur les affiches, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on visionne. Quand on est face à quelqu'un ou sur son téléphone, on ne fait que lire ou entendre des mots, souvent simples, tout le temps. Et du coup, avoir ce luxe, dans le silence, de chercher exactement quoi dire, avec du sens, sans l'injonction de l'immédiat, ça fait plaisir. J'avais noté cette phrase d'un post sur LinkedIn d'une personne nommée Anne-Cécile Michelet, et je l'avais soigneusement notée pour pouvoir la ressortir un jour. Ce jour est arrivé. Mots simples, tournures choc sont aujourd'hui la tendance lourde. C'est percutant, oui, mais en termes de nuances, on y perd. Or, sans nuance, on arrive à une pensée binaire. Pour, contre, sans demi-teinte pour échanger, mûrir, ajuster. Et si on rendait nos échanges plus riches, en commençant par choisir nos mots? C'est exquis de trouver le mot juste, celui qui dit exactement. Délicieux de le recevoir aussi, quand on sent qu'il est sur mesure, comme un cadeau vraiment pour soi. Avec cette expérience, j'ai découvert que je pouvais faire quelque chose que j'aimais et être reconnu pour ça. Ce qui jusqu'à présent était considéré comme des jeux de mots nuls, ça devenait des paronomases dans les discours. Et c'est clairement plus classe. Je suis content d'avoir persévéré dans ces jeux de mots nuls d'ailleurs, parce que c'est grâce à cet exercice constant de chercher quel mot va avec l'autre, simplement parce que ça m'amusait, j'ai entraîné mon esprit à trouver des tournures de phrases plus travaillées, et donc avoir plus de rythme facilement. Cette aventure a aussi approfondi ma connaissance du discours. Par exemple, ça m'a appris à reconnaître le métadiscours. Quand tu parles de ce que tu es en train de dire, plutôt que de le dire. C'est tous les petits mots qui font exposer et qui cassent le rythme. Vous savez, du genre « nous allons voir ça »,« or »,« alors »,« cependant »,
Je vais vous montrer que, en allant un pas plus loin, ça m'a aussi appris à reconnaître quand la personne ne répond pas à la question. Reconnaître ce qui est trop facile, ce qui est recherché, les procédés utilisés, à tort ou à raison. J'ai compris mes propres failles et celles des autres. Et au fur et à mesure, je me suis construit ma propre feuille de critères. Ce chemin m'a appris à lâcher des morceaux auxquels l'ego s'accrochait pour revenir à l'essentiel, à me souvenir de pourquoi je fais les choses, apprendre à s'assumer, à apprendre à parler moins vite, pour simplement se souvenir que le but c'est de transmettre, pas juste de faire sortir, se poser dans sa tête et dans son corps, et encore une fois, c'est un travail de tous les jours, mais au moins j'en ai conscience. Appréhender cet instrument extraordinaire qu'est la voix dans ce contexte. Parler comme ça, ou comme ça, c'est devenu un choix. Dans les discussions perso, c'est devenu plus facile d'anticiper les dérives émotionnelles et de recadrer le débat. On est plus attentif à soi et à l'autre. Alors bien sûr, c'est pas toujours suffisant, mais au quotidien, ça peut économiser beaucoup d'énergie. D'ailleurs, l'avantage de s'être entraîné à ce genre de débat, c'est que tu sais que tu peux répondre à les questions, du coup tu choisis en fait. Tu choisis tes combats et tu choisis de laisser couler. Tu choisis dans quoi t'as envie de t'investir. En somme, cette aventure, c'est apprendre à parler avec intention et efficacité et à écouter avec discernement. Et dans ce sens, je pense que cette expérience ou une similaire est une formation utile à l'esprit critique et à la vie politique de chacun et chacune. Une des choses les plus importantes que j'ai découvertes, en écrivant à chaque fois des textes qui sont presque des manifestes, en mettant la lumière sur un message personnel à chaque fois, on m'a fait me rendre compte que ce message, c'était le même. Écrire, ça a fait ressortir mon leitmotiv, ce qui peut s'apparenter à mon combat, ce qui bouillonne à l'intérieur de moi, et quelque part la voie que je poursuis ces années-ci. Maintenant que j'ai répondu à la question, on est bien avancé. Les audacieux continueront d'être audacieux et les autres continueront de rager contre les cieux. Et c'est bien parce que cette question m'exaspère que je l'ai choisie. Elle ne fait avancer personne. Elle ne sert qu'à justifier la victimisation que certains s'infligent, certains qui s'obstinent à penser, et c'est vrai, qu'ils ne sont pas maîtres de ce qui leur arrive. Mais ils oublient qu'ils restent maîtres de comment ils dérivent. Alors je ne sais pas qui sourit à qui. Je n'ai qu'une certitude. J'ai plus de chance si je souris. Je suis une plus grande chance, pour moi, pour les autres, pour la vie. Il ne s'agit donc pas tant de rechercher la chance que de l'incarner. Et encore une fois, c'est une conséquence et non une cause. Alors ne cherchez pas l'audace. Cherchez cette cause qui vous dépasse. Alors là, tu as deux choix. Rejeter la couette, allumer la lumière, chercher ton carnet et écrire. Ou bien céder à la paresse et souhaiter qu'elle disparaisse. Bien sûr, tu espères qu'elle sera là demain. D'expérience, je n'y mettrai pas ma main. Car dès le matin, réveil, petit déjeuner, notifications, travail, études, sport, amis, travail, séries, repas, téléphone, soirée, au lit. C'est un autre flow qui t'entraîne. Mais tu n'en as pas souvent les rênes. L'inspiration est une relation d'une importance rare. Veillez à ne pas tout le temps lui répondre, plus tard. Devoir laisser une trace de son vivant aide à se bouger pour ce qui compte vraiment. Assume tes pas et tes traces tant que la voix que tu crées jusqu'à la dernière heure est au plus près de la voix du cœur. D'où l'importance d'être acteur de son sort, danseur de son dance floor. Car je te garantis qu'une fois qu'on est sur la piste, on ne s'en lasse pas. Qui s'en lasse ? Mis à part si c'est un slow ou une valse. Quand on met les voiles vers un imaginaire, c'est nos yeux qu'on voile et le présent qu'on perd. Alors dans nos vies, entre toutes ces forces qui nous tiraillent au final et cette envie absolue d'être libre, qu'est-ce que l'idéal, sinon de trouver son équilibre ? Eh bien, je le dis, jamais je n'arrêterai de croire que toute question mérite réponse, parce qu'on a le droit inaliénable de chercher à améliorer notre condition. Et pour ça, j'ai choisi de casser ma carapace, d'accepter d'être vulnérable, qu'on me voit comme un enfant pas à sa place, comme quelqu'un de passable. Et s'il le faut, je passerai ma vie à chercher à comprendre mes émotions, même si je dois passer ma vie à me prendre des réflexions. Alors je suis d'accord, tout ce que je dis est très bateau. Mais ça tombe bien, on est tous dans le même, et on a besoin que chacun ose prendre son poste. Parce qu'il n'y a que la somme de nos déterminations qui détermine notre nation. Parce qu'il n'y a qu'en étant libre qu'on crée l'équilibre. Parce que le vrai alignement, celui qui ravive la flamme, c'est quand tu décides de ne plus être un standard, mais un homme ou une femme. L'émancipation, la liberté, sortir de sa cage pour découvrir et exprimer ses talents. Comme j'ai pu le dire dans un des portraits pour la demi-finale, explorer les potentialités de la vie, et se sentir plus entier et entière. Alors oui, ce sont des grands mots. Mais si t'as suivi cette série de vidéos depuis le début, tu vois bien que ce ne sont pas que des mots. Bref, tout ça, c'est apprendre à se connaître. Pendant un temps, ça a donné un sens à ma vie. Un objectif, un défi. Et j'espère bien que ça m'aidera à explorer de nouvelles voies. En un an, je suis passé du mec qui cherchait un travail en Allemagne, de manière un peu désespérée quand même,
#Covid, au mec qui a trouvé un travail en Allemagne, un VIE pour ceux qui connaissent. J'ai vu mon évolution. Pour finir, quelques petits conseils. Si je n'avais qu'une chose à me répéter en boucle, encore dans mes discussions quotidiennes, c'est parle moins vite. En parlant moins vite, tu prends le temps de poser tes idées, d'être stable et d'inspirer plus confiance. Prends le temps d'être intelligible. Respire. Chaque discours a un public différent. Donc peut-être que toi, tu as l'impression de te répéter tes tournures de phrases, répéter tes blagues, mais t'es le seul à le voir presque. Donc ne te bride pas. Après, bien sûr, c'est tout à ton honneur d'explorer de nouvelles choses. La posture. Il y a des muscles que j'ai découverts il y a quelques années quand j'avais mal aux épaules et que j'avais consulté un kinésithérapeute. Ces muscles sont situés par là. Ils aident à se tenir droit et s'appellent les spinaux. Je les ai clairement découverts avec la kinésithérapeute. Ça rejoint le côté nonchalant. Chez moi, comme je me tenais souvent comme ça, tout le poids de la tête était pris par les trapèzes et c'est pour ça que j'avais mal aux épaules. En plus, ça bloque le canal d'air parce que t'es un peu comme ça. Alors que quand tu te redresses, au final, t'es plus aligné et ça soulage. Un exercice simple, c'est de se mettre en tailleur, comme si on méditait, et sans chercher à creuser le dos, le garder plat, mais pousser vers l'avant et vers le haut au niveau du torse. Normalement, tu devrais commencer à sentir derrière les spinaux qui s'activent. C'est une position qui, dans ma perception, était assez mal vue parce que ça donnait une impression de pédance, d'arrogance. Alors qu'en fait, c'est juste se tenir droit. On n'a pas dit de lever le menton non plus. Et puis c'est plus beau à voir que si on est courbé comme ça. Tu as le droit d'être là. Tu as de l'énergie à revendre. Ça doit sortir de chaque mouvement, de tes yeux, de ta voix, de tes pieds. La puissance d'être avant, je la débloquais seulement quand j'étais très en colère ou que j'écoutais de la musique forte. Pas ouf comme clé de déblocage. Mais la détermination, c'est-à-dire trouver quelque chose qui est suffisamment important pour toi pour que ça dépasse la peur de l'ego, c'est bien mieux. J'ai longtemps cherché ce que pouvait bien être le charisme. Et j'en suis venu à la conclusion que le charisme, c'est juste de savoir vraiment ce qu'on veut et d'aller le chercher. Tout le reste n'est qu'une conséquence. Apprends à connaître ta voix. Joue avec elle. Je vous invite à vous renseigner si vous en sentez le besoin pour aller faire un coaching vocal, ou aller prendre des cours de chant, ou alors vous inscrire dans un chœur universitaire par exemple. Moi, mon problème, c'est que j'avais du mal à laisser sortir. Je suis toujours dans une démarche de « chut, faut pas déranger ». Alors, je dis pas que c'est mal, hein. Je dis pas qu'il faut se foutre absolument de déranger les gens, au contraire. Mais dans certains contextes, il faut savoir prendre la parole. Moi, j'affirmais quelque chose, et en même temps, je faisais un pas en arrière. Un peu comme ce personnage-là. Enfin, je sais pas, enfin peut-être. Alors que si, en fait, faut ouvrir ce tunnel. Accepter que toi aussi, tu puisses avoir des choses à dire. Tu prends pas, c'est ton problème, pas le mien. Bon, j'exagère, hein, le but c'est quand même que le message soit reçu. C'est ton boulot de créer cette transmission. Mais dans l'intention, sur le moment, c'est ça. Un exercice sympa, c'est de parler comme si tu devais parler à une personne dans l'immeuble en face. Hey! Bon, là, j'ai peur que le micro sature, donc... La voix, c'est le passage entre ce qui est en nous et le monde. Donc ce passage-là, il faut l'affûter. Vous me créez un espace de libre-échange, là, vous m'enlevez tous les filtres. Le filtre, il est censé être là, pas là. Et deuxièmement, la soufflerie. Pour te soutenir, il faut de l'air. Donc tes abdos sont censés bien travailler aussi. C'est tout le corps qui est mobilisé. Moi, un de mes travaux aussi, c'est sur cet ancrage, justement. J'étais pas stable dans mes pieds. Vous me direz que je suis pas stable dans ma tête non plus, je vous répondrai que c'est pas le sujet. Apprendre à être là dans ses pieds. Pas que être là. Pour aller plus loin sur le sujet, je vous invite à écouter le podcast Parle bien, et notamment les épisodes 6 et 7. Trouvez votre voix pour vous faire entendre. Il y a des exercices que j'ai trouvé super utiles qui sont évoqués. Quelque chose d'étonnant que j'ai découvert aussi, mais plus en m'enregistrant dans un bon studio pour mes slams ou alors pour le deuxième discours, c'est la mise en lumière de tous les petits bruits de bouche qui sont accentués avec un micro très sensible. Là, tu peux vraiment te rendre compte de comment tu respires, de si tu respires profondément ou tu respires souvent et juste en haut, de si ta bouche est bien humidifiée ou pas, donc si tu bois assez, et aussi si tu as des bruits de mâchoire, et qu'il faut pas oublier d'enlever au montage. Ne montez pas sur scène si vous sentez que votre micro est mal placé. Il vaut mieux passer 30 secondes de plus à faire attendre le public que lui faire passer 7 minutes avec votre respiration en mode ASMR. Tu as ta sensibilité. Ne cherche pas à la cacher, c'est ce qui te rend unique, c'est ce qui fait ton originalité. Sers-toi-en comme une force, comme un atout à ton discours, pour mieux servir à ton tour. Tout est entraînement. Savoure le chemin. Continue, fais une pause, recommence. Souviens-toi de l'étincelle qui t'anime quand tu écris. Si tu es une personne qui écrit, bien sûr. Les maîtres mots sont oser, assumer, s'amuser, s'oublier. La posture, moi-même faut que je m'en rappelle, authenticité et spontanéité. Ne pas oublier ce dernier point. C'est-à-dire être dans son corps, le ressentir. Dernier point. Si tu as le privilège d'arriver en quart de finale, en demi-finale et surtout en finale, une seule règle. Sois toi-même. C'est le moment de revenir aux racines, de souffler sur les braises et de t'éclater. Tu n'as plus rien à prouver. On sait que si t'es là, c'est que tu sais écrire un discours.
On sait que tu sais respecter un cadre. On sait que tu as la méthode, que tu sais provoquer un rire ou de la tristesse. Maintenant, le moment est venu de casser les codes avec finesse.